Vision des tropiques. La culture, source d'intégration économique du migrant. Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Merci de vous savoir toujours aussi nombreux connectés pour partager avec nous ce moment important de grande radio. Ce matin, sur notre plateau, nous avons l'honneur de recevoir un journaliste, un écrivain à succès. Il s'appelle Hicham Houdaïfa. Bonjour Hicham. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comment vous sentez-vous ce matin, monsieur Hicham? Très bien, merci. Monsieur Hicham est à la Fondation Orient-Occident. Il est invité sur notre plateau pour partager avec nous au sujet d'un livre. Le titre du livre, c'est Enfance au Maroc. Une précarité aux multiples visages. Déjà, pourquoi avoir choisi ce titre? Parce que le sujet du livre, c'est de travailler sur des enfants en situation de précarité. Donc l'angle déjà du livre, c'est de se pencher sur ces enfants qui n'ont pas voix au chapitre, qui sont invisibilisés, qu'on ne regarde presque pas. Et donc le titre reflète le contenu. Donc on ne parle pas des enfants nantis, heureusement d'ailleurs pour eux, mais d'une écrasante majorité d'enfants qui n'ont pas ce privilège d'être bien protégés et bien pris en charge. Un privilège effectivement qui est désormais éloigné d'à peu près 11 400 enfants qui sont en situation difficile, selon effectivement les chiffres de l'UNICEF, les chiffres qu'on a retrouvés dans votre livre, les chiffres qui ont été publiés en 2018. 11 000 enfants qui aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement qui est digne, ou du moins d'un équilibre social qui serait à même de leur permettre d'avoir une vie qui pourrait donner à envie. Avoir travaillé sur le sujet, est-ce que ça n'a pas été difficile? C'est effectivement très difficile parce qu'il s'agit de centaines de milliers d'enfants dans ces situations de précarité. C'est effectivement des enfants qui sont... quand il s'agit d'enfants, la violence qui s'exerce sur ces enfants-là a un impact horrible sur ces enfants parce qu'on ne parle pas d'adultes, on ne parle pas de personnes qui peuvent dealer avec la violence ou avec la précarité en utilisant leur savoir ou d'adultes, mais il s'agit d'enfants et donc les enfants sont effectivement... ça fait mal de les voir dans des situations comme ça. On les imagine être nos propres enfants. Et donc voilà, c'est avec cette empathie-là que je fais ce terrain-là, et avec cette même empathie pour ces enfants-là que j'ai essayé d'écrire ces histoires-là. Voilà. Et les histoires des enfants souvent diffèrent en fonction de la raison pour laquelle ils se sont retrouvés à la rue, de la raison pour laquelle ils se sont parfois retrouvés à avoir un parent. On va prendre effectivement ici le cas de Kalafa. Pour une raison ou pour une autre, les enfants se retrouvent à faire face à la souffrance. Mais souvent par une souffrance qui souvent part de la famille. La famille aujourd'hui qui est donc très souvent pointée du doigt comme étant la principale source de la souffrance de l'enfant. C'est là où j'ai fait mon terrain, à peu près à Casablanca, mais également à Agadir, à Tanger, à Teza, dans les principales villes du Maroc, surtout dans les zones urbaines. J'ai retrouvé des familles qui sont des structures familiales qui n'ont de nom que... Voilà, c'est des structures difficiles pour l'enfant, mais voilà, j'ai trouvé beaucoup d'hommes démissionnaires et beaucoup de femmes au bout du rouleau. Je pense que nous sommes dans un contexte où les familles doivent être aidées pour pouvoir faire leur travail de parents. On doit faire un focus sur la sensibilisation de ces parents-là pour qu'ils exercent leur métier de parents, parce que c'est un métier
le plus convenablement possible et dans l'intérêt de leur propre enfant. J'imagine que volontairement un parent ne veut que du bien pour son enfant, mais nous sommes dans des situations d'extrême précarité parfois qui exposent cet enfant-là à des situations difficiles, voire tragiques quand il s'agit d'exploitation sexuelle. Et donc nous avons aujourd'hui l'obligation en tant qu'État, surtout parce que c'est un État régalien et c'est l'État qui doit protéger les enfants, mais également de la société civile, de porter de l'aide à ces parents-là pour qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants comme il faut. Oui, les pouvoirs publics interpellés pour davantage aider les parents d'enfants. On voit effectivement dans des sociétés beaucoup mieux organisées en Europe, en Occident, très souvent, les parents, quand ils ont un enfant, ils sont accompagnés de manière systématique. Mais je pense quand même que le gouvernement marocain a également un système à travers la sécurité sociale qui donne des accompagnements en nature ou bien en espèces pour soutenir les familles. Et souvent, ces parents-là, quelle est la particularité? Pourquoi ces parents ne profitent pas, eux, de cet accompagnement social? Alors, il y a quelques programmes d'aide aux familles, mais qui, à mon sens, sont insuffisants, même pécuniairement. C'est-à-dire que même dans des programmes, par exemple, d'aide des parents pour la scolarité, c'est des petites bourses de 150 à 200 dirhams. C'est pas avec ça qu'on va empêcher un enfant d'aller travailler, parce que ce qu'on met en concurrence, c'est l'école et le travail. Et une petite bonne peut rapporter jusqu'à 1500 dirhams par mois pour la petite fille, comme un petit garçon peut rapporter la même chose en travaillant dans les champs ou dans l'artisanat. Cela dit, effectivement, il y a des actions qui sont entreprises par l'État, mais c'est des actions diffractées. C'est-à-dire, on a la responsabilité de l'enfant, elle est partagée par plusieurs ministères. Le ministère du Développement, bien sûr, et de la Famille, mais également le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Justice, l'Entraide nationale et les associations. Donc, on a beaucoup d'actions qui sont mises ici et là, mais il n'y a aucune, à mon sens, il y a aucune synergie dans ces actions-là pour les rendre efficaces. Et puis, il n'y a pas de dispositif territorial pour que les actions des uns et des autres puissent concorder pour apporter l'aide à l'enfant. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement ce dispositif que la société civile appelle depuis ses voeux depuis des années, que les actions soient concertées et conjointes et en synergie. Et il faut plus de ressources humaines et matérielles pour la prise en charge de l'enfant. Je finirai par ceci, c'est que également il faut promouvoir ces métiers de prise en charge de l'enfance, comme ceux d'éducateurs, de psychologues, d'assistants et assistants sociales. C'est des métiers que l'on ne retrouve pas ni dans les écoles, moins de manière exceptionnelle dans le tribunal. Le métier de psychologue n'existe pas dans ces structures-là. Et donc, l'enfant n'a pas d'interlocuteur quand il a besoin de cet interlocuteur-là. Par exemple, quand un enfant vient à l'école publique avec des frappés où il dort toute la journée, l'instituteur n'a aucun protocole pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a que les bonnes volontés de cet instituteur-là qui peut venir en aide quand il y a cette bonne volonté. Il s'agit quand même de 11 millions d'enfants. Nous avons le tiers de la population marocaine qui a moins de 18 ans. Effectivement, parce que j'allais d'ailleurs même lire c'est votre choisi. Vous dites, l'enfance est la grande oubliée des politiques publiques, alors que l'enfant représente, selon les chiffres du recensement de 2014, 11,3 millions, soit un peu plus du tiers de la population du pays. Alors, c'est carrément l'avenir du pays qui est qui est attaché à l'essor de cet enfant. C'est-à-dire que si jamais demain, il n'y avait pas des politiques qui encadrent, des politiques qui protègent, mais quand même en termes de pourcentage, à votre point de vue,
vous croyez que aujourd'hui il y a suffisamment de jeunes qui sont correctement accompagnés et que ça reste, le nombre de ceux qui sont en difficulté est marginal? Non, je ne crois pas qu'il est marginal. Je pense au contraire que le nombre d'enfants qui ne sont pas accompagnés est largement supérieur à ceux qui sont accompagnés. Le problème, c'est que quand on parle d'accompagnement, c'est en général un accompagnement privé. Quand on parle de l'école, par exemple, l'offre, par exemple, préscolaire, parce qu'il y a un texte sur le préscolaire, la plus importante, c'est l'offre de qualité, c'est l'offre préscolaire privée. Ouais. Entre autres Montessori, où on apprend à l'enfant dès le bas âge à être indépendant, à raisonner par soi-même. Et c'est des entités où on doit payer le SMIC, c'est-à-dire 2600 dirhams, 2500 dirhams, pour pouvoir y avoir accès, alors qu'à côté, il y a des structures de gardiennage à 100 dirhams privées, 100 dirhams, 200 dirhams, où les enfants sont juste gardés, parqués, parce que les parents ont besoin de travailler, ou des structures publiques qu'on appelle publiques, mais qui sont gérées par des associations, mais de manière chaotique, en grande partie, avec tout le respect que j'ai pour le tissu associatif, où des éducateurs sont payés, éducatrices sont payés 1000 dirhams par mois pour garder les enfants, ce qui fait que dès le jeune âge, on a des enfants privilégiés, dont les parents sont capables de leur donner les moyens pour pouvoir s'émanciper, et de l'autre, nous avons une masse d'enfants qui souffrent à cet âge-là d'un handicap, ce que j'appelle un handicap de départ, et qui crée encore plus de disparités entre les plus nantis et les moins nantis, et ça, c'est quand même inacceptable. Ouais. C'est inacceptable et voire difficile. Quelque part dans votre livre, vous abordez également la question qui est relative à la situation de Nador à Ouled-Diagne, où on voit des jeunes qui sont refoulés, des jeunes Marocains qui sont refoulés au Maroc. C'est quand même assez curieux parce que pour moi, de ma position de migrant, ce que je sais et que j'ai toujours vécu, c'est de voir effectivement des jeunes migrants qui sont arrêtés sur les frontières au nord et qui sont refoulés à l'intérieur. En fait, récemment, ils sont refoulés à l'intérieur du pays. Et c'est une situation d'ailleurs même qui a pignon sur rue au moment où nous parlons. Et donc j'étais beaucoup surpris d'apprendre que cela arrive également à des jeunes Marocains, qui rêvent d'Europe. C'est quoi la situation? C'est la situation, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est ce que j'appelle la communauté de destin. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand j'ai travaillé à Ouled-Diagne, j'ai retrouvé des migrants, des migrants enfants, c'est-à-dire de moins de 18 ans, des adolescents, qui étaient aussi à la gare. Ce qui fait que, au fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes migrants marocains, et je dirais subsahariens, parce que nous sommes tous embarqués dans la même galère, ils essaient de passer ou à Ceuta ou à Melilla pour pouvoir bénéficier de la protection que l'Europe donne aux migrants, aux mineurs non accompagnés. Et quand ils sont pris par la police, ils sont parqués dans le premier autocar en partance à n'importe quelle destination. Donc, s'ils sont pris à Nador, ils sont mis dans un autocar et on les envoie. Alors pourquoi Ouled-Diagne? Parce que c'est la plus grande destination en termes de transport routier au Maroc. Donc, et ils sont jetés à l'extérieur de la gare routière parce qu'ils ne sont pas comptabilisés. Parce qu'on ne paie pas de tickets pour ces enfants-là, donc on oblige les autocars à les prendre. Donc vous pouvez imaginer le traitement qu'ils ont à l'intérieur, parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ça fait des places en moins pour les autocars. Et donc c'est extrajudiciaire, c'est irresponsable, parce que c'est des mineurs. On les envoie dans une gare routière où il y a tout type de trafic, donc on les expose à être victimes de ces trafics-là. C'est aussi le cas pour les migrants mineurs subsahariens non accompagnés, et c'est pour cela que dans le livre qu'on a sorti juste avant, qui est sur la migration au Maroc, l'impasse, nous avons beaucoup parlé de cette communauté de destin que quand on parle de Harig et de Pateras, c'est un peu les Marocains d'abord. Les migrants subsahariens sont venus bien après, c'est-à-dire en 2004, et ils sont
tous les deux des compagnons de fortune de cette malheureuse aventure pour aller en Europe. Et donc, effectivement, ça nous rappelle également des choses humaines qui nous lient à nos frères africains, puisque les Marocains ont cette manie d'appeler les subsahariens les Africains, alors que ce sont tous des Africains. Donc, on a une communauté de destin, y compris sur ce sujet-là que j'ai abordé à la gare routière, qui est celui des mineurs non accompagnés. Ok. Alors, à cette catégorie particulièrement, en tant qu'expert et en travaillant sur le sujet, qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux autorités comme traitement? Il y a déjà un travail qui est fait par la société civile, à Casablanca Beiti, qui fait un travail formidable pour essayer de faire sortir ces enfants, parce que ce qu'il faut, c'est d'arrêter à un certain moment cette aventure-là, parce que la rue, elle est dure et elle est attractive également pour un gamin. On a tendance à l'oublier, et on a tendance à oublier que c'est des gamins, ce qu'on appelle les chinkara qui sont dans la rue, c'est des gamins. Donc à un moment, il faut avoir ce qu'on appelle un projet de vie. C'est un projet de vie. Il faut travailler sur un projet de vie avec ces enfants-là pour qu'ils puissent se projeter dans leur pays. Sinon, ils ont tout le droit du monde. J'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose. Oui. Nous avons tous rêvé, quand on était gamin, de partir de ce pays. Et c'est incroyable quand même. Oui. Et si on ne se pose pas les questions du pourquoi, c'est quand même irresponsable. Et donc, moi, je pense qu'il y a des bonnes pratiques qui ont été développées par la société civile. On a cette chance au Maroc. Et donc, on peut travailler sur ça, voir comment développer ce travail qu'a fait par la société civile, donner des moyens à ces pratiques-là pour qu'elles soient régaliennes, qui touchent l'État et qui touchent tout le Maroc, et avoir un projet de vie, proposer un projet de vie à ces enfants, non seulement ces enfants-là, les enfants de la rue, les enfants dans les centres de protection de l'enfance, les enfants en situation de handicap. Tous ces enfants, toutes ces institutions-là doivent proposer des projets de vie qui permettent à nos enfants de se projeter dans ce pays. C'est comme ça qu'on construit une véritable citoyenneté, une appartenance réelle à un pays, et pas juste en annonnant des slogans à la gloire du pays. C'est comme ça qu'on inscrit la citoyenneté, c'est en donnant des projets de vie à nos enfants et aux adultes. Alors, donner des projets de vie aux enfants et aux adultes, est-ce que vous pensez que ça pourrait également s'appliquer aux migrants? Des migrants avec des projets de vie au Maroc, des projets de vie, etc. Est-ce que vous pensez que le Maroc est prêt pour ça? Il s'agit de la volonté politique. Hein. Il y a eu une volonté politique à un moment de régulariser un nombre intéressant, je dirais, de migrants. Entre les deux opérations de régularisation, on parle de 50 000 migrants. Ce qui nous manque, c'est ce projet de vie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner des papiers à des gens, encore faut-il leur permettre une intégration dans le pays, une intégration professionnelle, je suppose, et une intégration scolaire pour les enfants, un accès aux services publics, un accès à la santé publique de qualité. Tout cela, malheureusement, n'a pas été fait, ou a été fait de manière très parcellaire, ou a été fait un début, et puis ça s'est arrêté. Je rappelle qu'en temps de Covid, durant cette dernière année, nos frères migrants subsahariens qui avaient un titre de séjour, ils n'ont pas pu régulariser leur situation. Donc on va se retrouver presque dans la situation d'avant 2013, ouais. Et puis d'avant le lancement de la stratégie. Et ça, c'est quand même, ça nous fait poser des questions sur les vrais motifs de cette politique migratoire. Est-ce que c'était réellement pour donner un exemple et pour intégrer une population qui n'est pas très nombreuse par ailleurs et qui est une richesse? Je persiste à dire que les migrants dans ce pays comme ailleurs représentent toujours une richesse. Si on voit les choses de ce prisme-là, et si on ajoute de la volonté politique, on pourrait faire en sorte à donner envie aux migrants de vivre dans ce pays, à donner un projet de vie. Et j'ai toujours parlé de citoyenneté pour tous, pour les Marocains et pour les migrants qui vivent dans ce pays. C'est comme ça qu'on pourrait s'en sortir. Bon, c'est mon point de
qu'on fera en sorte à s'y inscrire. Voilà. S'inscrire sur la durée pour voir effectivement un certain nombre de conditions changer pour les migrants. Et il faut rappeler que vous êtes, M. Hicham Oudaïfa, pour les auditeurs qui sont en train de nous rejoindre, vous êtes directeur de la collection Enquête. En gros, comment ça fonctionne? Alors, nous, avec mon épouse, Kansas Freeway, et mon associé, nous avons créé il y a quelques années une maison d'édition qui s'appelle En toutes lettres, après avoir fait un parcours de journaliste notamment dans le journal hebdomadaire qui a été fermé, interdit en janvier 2010. Et nous avons créé En toutes lettres pour continuer un peu ce travail d'essayer de créer un débat public à travers des livres. Donc, nous avons lancé plusieurs collections, dont la collection des questions qui fâchent, qui est dirigée par Kansas Freeway et qui travaille sur ces sujets de société, mais par le prisme des humanités, c'est-à-dire des sciences sociales. Et Enquête est une collection, on en est au 7e livre là, qui travaille sur ces sujets de société-là par le prisme du reportage et de l'enquête. Donc on a sorti un livre sur la condition féminine au Maroc qui s'appelle D'autres femmes, d'autres mules et les oubliés du Maroc profond, sur l'extrémisme religieux plongé dans les milieux radicaux au Maroc, sur l'enfance bien sûr avec cet ouvrage-là, mais également sur la migration au Maroc, l'impasse, point d'interrogation. Donc c'est une collection, nous voulons inscrire l'enquête et le reportage comme également des moyens pour pouvoir donner du sens à ce qui se passe dans notre pays et créer le débat sur des sujets à portée nationale. Voilà, créer le débat à travers effectivement un certain nombre d'écrits. Vous avez tantôt cité ici migration au Maroc, l'impasse, point d'interrogation. Alors aujourd'hui, en tant que chercheur sur ces questions-là, quelle est l'interprétation que vous faites de la nouvelle politique migratoire? Aujourd'hui, on assiste presque à la fin de cette politique-là, c'est-à-dire qu'en absence de signes positifs pour intégrer les migrants, pour renouveler les cartes de séjour, pour donner de l'espace à ces migrants-là, aujourd'hui, on est je vais paraphraser un collègue à moi au réseau marocain des journalistes de migration. Si on avait sorti ce livre en 2020, on aurait enlevé le point d'interrogation. On est devant une véritable impasse. Oui. Et aujourd'hui, on doit interpeller l'État. La société civile, à commencer par la société civile, et vous faites partie de cette belle société civile, la Fondation Orient-Occident, le GADEM, les associations subsahariennes, on doit aujourd'hui interpeller l'État pour voir où on en est. Et qu'est-ce qu'on va faire en dépit des signaux positifs qui ont été donnés par le monarque, parce que quand même on est passé d'une année à 3 ans pour les titres de séjour. On a demandé un allègement, expressément un allègement des papiers. Aujourd'hui, on a plus de papiers, on demande plus de papiers aux migrants pour renouveler sa carte de séjour, comme on demande aux migrants pour le travail d'avoir les papiers pour pouvoir travailler. C'est un peu le serpent qui mord sa queue. Oui. Et on met le migrant devant une situation kafkaïenne et c'est une situation inacceptable pour un pays qui a pris un engagement par rapport à ces migrants-là. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une lutte à mener et un plaidoyer à faire pour que la stratégie se renouvelle et montre qu'elle est encore d'actualité. Voilà. Une stratégie d'actualité. Il faut dire que c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que personnellement, moi j'ai parcouru votre livre L'enfance au Maroc, une précarité au multiple des visages. J'ai personnellement apprécié l'approche, la méthodologie et le travail d'enquête qui peut-être sur le plan émotionnel est fort, mais quand même qui enseigne et qui interpelle parce que quelquefois une société comme celle du Maroc
vue de loin, peut être perçue comme étant une société parfaite. D'ailleurs, moi, personnellement, je l'ai souvent recommandé. Je me suis souvent dit, je serais heureux de voir nos pays subsahariens aussi beaux que le Maroc l'est. Bon, mais c'est aussi important, c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a des points saillants encore qui doivent être touchés, qui doivent faire l'objet d'interpellations pour améliorer davantage la société. Donc du coup, personnellement, moi je vous dis chapeau, parce que j'ai personnellement apprécié la qualité du travail. Alors aujourd'hui, s'il fallait sortir de notre petit entretien, quel message vous pourrez donner effectivement à ceux qui sont aujourd'hui appelés à lire ces livres et à connaître davantage au sujet des problématiques que vous abordez? C'est le but vraiment pour les lecteurs, c'est vraiment de sortir de l'invisibilité ces nombreux enfants qui nous entourent, de regarder, de véritablement regarder le monde autour de nous. Moi, ça commence par quand je rentre dans une halaba et je demande quelque chose, un jus, et celui qui est derrière le comptoir, je vois que c'est un enfant. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui travaillent dans les mahlabas, et ça m'interpelle. Comment il vit cet enfant-là? Comment il passe la nuit? Pourquoi il est là? Pourquoi il n'est pas dans l'école? Je pense qu'avoir ce sens citoyen et demander à ce que nos enfants, puisqu'il s'agit d'enfants dans ce livre, aient un minimum de prise en charge, un minimum de dignité. Parce que, comme vous avez dit, ce pays, il est beau. Ouais. Hein, il est réellement beau, ce pays. Mais ce pays serait encore plus si ses enfants sont correctement pris en charge et protégés. Et c'est, je sais pas, mais c'est un peu la moindre des choses à demander de la part des citoyens de ce pays. Et voilà. Merci beaucoup. Merci effectivement d'avoir accepté notre invitation. Et s'il fallait effectivement acheter vos livres, où est-ce que les auditeurs pourraient les trouver? Alors, les livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies du Maroc, à Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Tanger. Donc, pour ceux qui sont dans d'autres villes que les villes où il y a des librairies, parce que malheureusement aussi les libraires souffrent en ces temps-là, il faut les aider. Vous pouvez toujours les commander par Internet. Mais ces livres, on les trouve dans les principales librairies de ce pays. Et okay. Bien. Voilà, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On était accompagné de Monsieur Hicham Odaïfa, l'auteur de Enfance au Maroc, de Bakaïté au multi-visage. Vision des tropiques. La culture, source d'intégration économique du migrant. Vibe.